Hop là. Voilà, donc c'est parti pour le cinquième talk de cette journée 2 du Show Tech Days Réunion 2021. Et justement, bah, on accueille un Réunionnais, Dimitri Smith, même si le nom ne fait pas très réunionnais, mais si, si, C'est clair. euh, Dimitri donc, est réunionnais et il est actuellement, je pense que tu n'es pas encore revenu, tu es toujours aux Émirats. Oui, alors je suis toujours en Arabie Saoudite. Oui. Arabie Saoudite, voilà. Donc, toujours en Arabie Saoudite dans une mission là-bas. Et c'est un plaisir. Donc, moi, je l'ai découvert il y a quelques semaines. Et c'est un plaisir de l'avoir parce qu'effectivement, on a très peu de spécialistes en matière de développement iOS, donc avec le langage Swift. Et donc, C'est ça. Dimitri va traiter ce sujet sur les bonnes pratiques du développement sécurisé, donc au niveau du langage Swift pour iOS. Je te laisse la parole, Dimitri. Super, merci beaucoup, super. Donc effectivement, merci beaucoup pour cet événement et merci pour l'invitation encore. C'est vraiment top. J'espère juste que la connexion va tenir pendant l'heure, pendant cette heure-là, parce que donc ouais, effectivement, je suis à l'hôtel et la connexion est pas terrible. Donc j'espère qu'elle va tenir pendant l'heure. Donc voilà. Donc effectivement, on va parler d'Apple. Donc passer après Microsoft, c'est quand même assez rigolo. Mais bon, on va parler du Swift plus précisément. Donc c'est le langage qu'on utilise pour développer les applications iOS, mais pas que. On ne développe pas que les applications avec le Swift. On développe aussi plein de web services, ce qui est API, enfin toute la partie back-end que vous connaissez si vous êtes développeur. Et si vous n'êtes pas développeur, donc on peut utiliser le Swift pour tout ce qui est serveur, en fait, tout ce qui est communication entre les applications et les serveurs qui hébergent vos données, etc. Donc voilà, donc on va parler Swift aujourd'hui, enfin pendant cette heure-là. Et on va parler effectivement des bonnes pratiques pour les développements d'une application sécurisée sur iOS. Bon, il y en a pas mal. Je vais prendre un exemple concret, en fait. Et voilà, donc je vais vous expliquer tout ça. Et à la fin de la présentation, je vais prendre peut-être 20 minutes pour faire une démonstration du live coding, comme on dit, pour vous montrer comment on implémente ça dans une application, dans une vraie application iOS. OK. Donc, petite présentation, petit sommaire très rapide. Donc, une présentation de moi-même, voilà, histoire de savoir un petit peu qui vous parle aujourd'hui. Je vais vous parler de l'Apple Sandbox. Qu'est-ce que c'est l'Apple Sandbox? Je vais vous montrer un petit peu tout ça. On va parler de l'ATS, donc l'App Transport Security. On va voir ce que c'est aussi. Et on va parler de ce qu'on appelle la keychain, donc la sauvegarde des données sécurisées dans le système iOS et aussi Mac, parce qu'on on le connaît aussi sur les Mac. C'est en gros notre boîte noire à nous, notre coffre-fort à nous qui va stocker tous les mots de passe, toutes les données, etc. Toutes les données sensibles. Et à la fin, donc juste avant la conclusion, on aura un petit moment de live coding et après la conclusion, évidemment, des échanges avec les participants. Donc c'est parti. Donc Dimitri, donc je m'appelle Dimitri Smith. J'ai plus de 10 ans d'expérience dans le développement applicatif sur les technologies Apple. Donc quand je dis sur les technologies Apple, c'est pas uniquement l'iOS, c'est vraiment macOS, Apple TV, enfin tous les produits Apple que vous connaissez. Parce qu'effectivement, avec un seul et même langage, vous allez pouvoir développer sur toutes ces plateformes-là. Donc plus de 10 ans, depuis 2014 avec le Swift, parce que ça a été introduit en 2014 par Apple, à la WWDC, donc la Worldwide Developer Conferences, la grande messe des développeurs Apple au monde, qui se tient au mois de juin, début juin, première semaine de juin généralement. Et donc plus de 10 ans parce qu'avant, je développais sur l'Objective-C, qui est l'ancien langage en fait d'Apple. Bon, ancien, toujours présent quand même, mais disons on a plus tendance à utiliser le Swift aujourd'hui
beaucoup plus tendance même à utiliser le Swift que l'Objective-C. Mais vous avez toujours la possibilité de créer des applications en Objective-C aussi, si vous voulez. Et donc, j'ai à peu près 5 ans, 5 ans d'expertise, d'expérience sur la partie gestion de projet, parce que ces dernières années, j'étais très orienté sur la gestion de projet et l'intégration de projets en fait, dans des entreprises, donc monter les équipes, accompagner les développeurs. Et là, ce n'était pas uniquement sur la partie Swift, c'était vraiment toutes les technologies mobiles et toutes les technologies software, telles que Flutter, par exemple, ou React Native, ou autre. Voilà, donc toutes ces technos-là qui est très orienté mobile. Donc, j'ai fait un peu la partie chef de projet aussi sur ces dernières années. Donc, en termes de qualification, j'ai un bac +5, donc un master 2 of computer science, voilà, avec des spécialités effectivement sur le Swift. C'est ce que je fais toute la journée, en gros. À tous les niveaux, que ce soit au niveau serveur, comme je disais, au niveau applicatif pour des applications front, iOS ou macOS, et puis pour d'autres choses diverses et variées, parce que c'est un langage vraiment complet. Donc, l'Objective-C, quelques bonnes bases sur le Python, et puis évidemment du project management, project and agile management, que j'ai dû pratiquer ces quelques dernières années. Voilà. Alors, j'ai un très gros projet sur lequel je travaille depuis quelques années aussi, en parallèle à tout ça, qui s'appelle We Love Swift. C'est une plateforme en fait de formation en ligne pour l'instant, qui va en fait permettre à n'importe qui de s'inscrire et de suivre en fait une formation. Alors, c'est pas comme tous les autres sites où vous avez juste des tutos en ligne et que vous suivez. Là, en fait, on met en place un vrai plan de formation de A à Z qui se tient à peu près, si vous faites 8 heures par jour, ça tient à peu près sur 5 mois, où vous couvrez en fait l'ensemble des besoins, des fonctionnalités, des connaissances en fait du Swift. Et au bout de ces 5 mois-là, vous allez être habilité en fait à créer une application, pour pousser sur l'App Store. Donc, c'est un projet sur lequel je travaille depuis quelques années, parce que je suis développeur, mais je suis aussi formateur sur les technologies Apple. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler dans pas mal de centres de formation et surtout des centres certifiés par Apple. Et l'objectif, c'est vraiment de monter à La Réunion physiquement un centre de certification Apple et un centre de formation Apple. Donc, c'est sur quoi je suis en train de travailler depuis quelques années maintenant, mais on va commencer par la partie online, parce que Covid, parce que, bon, voilà, on connaît tous le contexte dans lequel on est actuellement. Donc, c'est un peu compliqué de monter un projet où on regroupe du monde. Et l'avantage, c'est que sur les nouvelles technologies, avec le digital, on peut commencer par la brique digitale et après finir par la brique plus physique, on va dire. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Pour l'instant, ça va être lancé officiellement le mois prochain. Concrètement, la partie online. Donc, du coup, n'hésitez pas et allez voir ce que c'est. Donc, vous pouvez me retrouver toutes ces informations-là sur toutes les plateformes, tous les réseaux sociaux existants aujourd'hui. Donc, pour la partie We Love Swift, sur YouTube, sur TikTok et sur Instagram, où on met du contenu en relation avec le Swift. Et plus personnellement, donc sur Twitter, LinkedIn et GitHub, qui d'ailleurs, GitHub, le projet final, le projet de présent, la démo que je vais faire à la fin de à la fin de cet échange avec vous, je vais pousser en fait sur mon GitHub. Donc, vous allez pouvoir récupérer le code source et pouvoir faire ce que vous voulez avec. Ça peut vous aider aussi à comprendre ce qui s'est dit en fait pendant cette vidéo. Parce que si je crois bien, si mes souvenirs sont bons, la session va être enregistrée et vous allez avoir accès plus tard, après l'événement, je pense. Voilà. Donc, voilà un petit peu une présentation rapide. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, envoyez-moi, je reste disponible. Voilà. Donc, on va aborder le premier thème, le premier sujet. Le premier sujet, on va parler de l'Apple Sandbox. Donc, l'Apple Sandbox, qu'est-ce que c'est? Donc, je vais vous présenter un petit peu. C'est un concept, en fait, où on met quelque chose dans une boîte et tout ce qui se passe dans cette boîte reste dans cette boîte.
Voilà, c'est ce qu'il faut retenir en fait de l'Apple Sandbox. En français, c'est le bac à sable, en gros. Et dans ce bac à sable-là, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez de votre application et des données et traiter en fait les données de votre application. Donc, c'est quelque part un niveau de sécurité que met Apple et vous allez voir pourquoi. Parce que lorsqu'on n'a pas de sandbox, lorsqu'on développe des applications sans ce concept de sandbox, on a toutes les données des utilisateurs et on a toutes les ressources de votre device, donc de votre machine, qui discutent entre elles. Donc, il n'y a aucune restriction entre ces trois parties-là, entre l'application, entre les données utilisateurs et les ressources système. Donc, tout le monde communique avec tout le monde. Donc, bien évidemment, quand tout le monde communique avec tout le monde, il n'y a pas de sécurité. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Ce qui se passe en fait avec une application iOS, quand vous développez une application iOS, alors c'est moins vrai pour une application macOS, même si on tend vers ça de plus en plus, mais de base, sur une application iOS, vous utilisez ce qu'on appelle la sandbox. Donc, la sandbox, c'est quoi? Donc, vous avez votre application, vous avez toutes les données des utilisateurs qui se trouvent sur votre iPhone, sur votre iPad, sur ce que vous voulez. Et vous avez les ressources, en fait. Alors, je vais juste déplacer, ça. Je l'aime un peu. OK. Donc, vous avez toutes les données, en fait, des utilisateurs. Mais ce qui se passe, c'est que l'application va utiliser uniquement les données nécessaires, les données et les ressources système nécessaires. Et toutes ces ressources-là, donc que ce soit les données ou les ressources système, vont être encapsulées, en fait, dans ce qu'on appelle une sandbox. Avec votre application. Donc là, vous allez pouvoir communiquer en fait directement avec ces espaces-là, des espaces qui sont dédiés. Et par contre, pour tout le reste des données, votre application, l'application n'a pas accès. Et donc, ça limite les risques en fait de fuite de données de votre application. Voilà en gros la différence avec une sandbox et sans sandbox. Okay. Maintenant, Apple a introduit quelque chose d'autre, un autre concept, en plus de la sandbox, qui s'appelle l'App Extension. L'App Extension, c'est quoi? C'est en gros en gros, qu'est-ce que c'est? C'est une sandbox. Donc là, vous avez votre contexte que vous connaissez maintenant, donc la sandbox avec les données utilisateurs, les ressources système et votre application. Et vous avez une petite sandbox dans votre application. Voilà, parce que le grand carré rouge que vous voyez ici sur votre écran, c'est la sandbox qui est imposée par Apple. C'est-à-dire que peu importe ce que vous posez, peu importe l'application que vous poussez, c'est une règle de base. Ça fait partie des guidelines. Ce n'est même pas une guideline, parce qu'une guideline, vous pouvez la respecter ou non. Là, c'est vraiment dans le concept de développement d'une application Apple. Donc, si vous ne faites pas ça, vous ne développez pas d'application pour Apple, tout simplement. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est de rajouter pour X raisons ce qu'on appelle une app extension. Une app extension, c'est quoi? C'est une petite sandbox dans votre app qui va faire en fait du taf, en fait, clairement. Et notamment, communiquer en fait avec les systèmes extérieurs. Quand je dis système extérieur, c'est par exemple des serveurs sur lesquels vous récoltez des données. Vous voulez développer par exemple une application météo. Et comme vous le savez, l'application météo se met à jour toute seule, entre guillemets. Et donc, elle utilise ce qu'on appelle une API. Et cette API, en fait, héberge des données. Vous rapatriez des données, en fait, depuis un serveur. Et quand vous rapatriez ces données-là, ces données restent dans cette sandbox-là. Donc, vous contrôlez en fait ce que vous rapatriez. Quand vous utilisez une app extension, vous contrôlez en fait toutes les données qui arrivent ou tout ce qui se passe, pas uniquement les données. On peut faire des apps extensions pour à peu près tout et n'importe quoi. Mais quand vous utilisez ce concept-là, vous avez la main à 100% sur ce qui se passe sur votre dans cette zone-là. Donc, c'est vous, en tant que développeur, qui est responsable en fait de cette partie-là. Voilà. Et évidemment, vous contrôlez ce qui se passe à l'intérieur, mais vous contrôlez ce qui sort et ce qui arrive dans cette sandbox-là. Ça veut dire que demain, si vous voulez, pour X raisons, dire à votre application, oui, je veux que tu accèdes à une autre partie de mon device, par exemple le microphone, etc., vous rajoutez quelque chose, des lignes de code, pour dire, voilà, dans la sandbox, quand les informations arrivent ou si je veux
pousser des informations dans cette sandbox-là, bah, je dois demander l'autorisation à l'utilisateur. Voilà. C'est ce qui se passe, par exemple, pour les réseaux sociaux. Quand la première fois où vous lancez les réseaux sociaux, vous avez une petite pop-up qui s'affiche quand vous voulez uploader des vidéos, par exemple, ou des photos sur vos comptes Instagram ou Facebook. On a une petite pop-up qui s'affiche et qui dit voulez-vous voulez-vous autoriser cette application à utiliser la galerie photo de votre iPhone? Donc, c'est exactement ce qui se passe actuellement. C'est que dans l'application Facebook, et c'est une recommandation d'Apple, c'est pour ça qu'il y a quelques mois maintenant, depuis la sortie de iOS 14, les réseaux sociaux ont fait un petit peu la gueule parce que on ne peut plus traquer n'importe quoi, n'importe comment. Et Apple a dit non, si vous traquez une information de nos utilisateurs, des utilisateurs d'iPhone, vous devez avoir leur autorisation. Donc là, ils ont perdu, je crois que le chiffre était 10 milliards, je crois, en une année ou quelque chose comme ça. Enfin, le chiffre était assez exorbitant. Et donc, bon, voilà, c'est une philosophie d'Apple. On aime, on n'aime pas. Voilà, chacun a son opinion dessus. Mais voilà, ça se passe comme ça aujourd'hui dans une application. Et quand on développe une application, il faut connaître ça pour pas qu'on se fasse rejeter en fait de l'App Store. OK, donc ça, c'est la partie sandbox et app extension. Donc là, en fait, on va se concentrer sur la communication entre mon application et les systèmes extérieurs, donc tous les API. Donc, on a ce qu'on appelle l'ATS, donc l'App Transport Security. Donc, c'est un espèce de protocole que Apple oblige à utiliser. C'est juste un protocole, des règles en fait qu'Apple met en place, que vous devez absolument implémenter et avoir dans votre application si vous ne voulez pas que votre application soit rejetée par l'App Store. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? J'ai une application sur mon iPhone, je développe une application et je veux en fait rapatrier ou échanger des données avec un serveur qui se trouve à l'extérieur de mon application, à l'extérieur de mon iPhone. L'application météo, par exemple. Voilà. C'est clairement un bon exemple parce que je rapatrie en fait des données provenant de l'extérieur, provenant d'une API. Mais pour rapatrier ces données-là, il faut que je respecte un protocole qui s'appelle l'App Transport Security. Et l'App Transport Security, concrètement, c'est quoi? Donc, je vais vous présenter un petit peu le workflow. En gros, vous avez votre application et vous avez un certain nombre de fichiers qui gravitent autour. Vous avez un premier fichier qui s'appelle un .plist dans lequel vous allez devoir implémenter en fait des keys, donc des clés dans cette liste-là pour dire OK, j'autorise mon application à utiliser l'ATS ou mon application utilise l'ATS et c'est crypté et respecte en fait les guidelines d'Apple. Voilà. Vous avez en fait après votre autre fichier qui s'appelle le nom de votre fichier .swift. Je vais vous présenter tout ça après dans la démo. Votre nom de fichier .swift et là en fait vous avez tout le code, toute la logique de votre appli et vous allez implémenter en fait, et c'est ce qu'on va faire dans la démo, vous allez implémenter en fait vos règles de sécurité. Voilà. Donc, vous avez votre application et ensuite, vous avez les serveurs externes, les serveurs qui se trouvent à l'extérieur de votre application sur lesquels sont hébergées toutes les données et vous communiquez en fait avec ces serveurs-là par le biais du protocole HTTPS. Donc, si vous utilisez juste une API, une endpoint, comme on dit, juste en HTTP, Apple en fait va rejeter votre application parce qu'elle ne respecte pas la guideline et le workflow de l'App Transport Security. Okay? Ça fait partie des composantes de l'App Transport Security. Donc, si vous voulez donc publier votre application, tentez de publier votre application sur l'App Store. Donc, on passe par une plateforme qui s'appelle iTunes Connect. Donc, l'iTunes Connect, c'est en gros le côté développeur en fait de l'App Store que vous connaissez. Donc là, on va pousser toutes nos applications et on doit respecter certaines règles. On doit mettre toutes les informations que vous voyez sur l'App Store, les images, les vidéos, les contenus, etc. Toutes les informations que vous voyez sur l'App Store. Et sur cette plateforme-là, on a en fait ce qu'on appelle des bots. Lorsque vous poussez votre application, c'est des petits robots qui sont prédéfinis par Apple
qui vont en fait scanner votre code et scanner le contenu du package que vous allez pousser. Et si ce contenu-là ne contient pas à minima ce que doit contenir une application, donc à savoir un playlist conforme, du code Swift propre avec un minimum de warning et évidemment pas d'erreur, et respect en fait de l'HTTPS en tant que protocole de communication avec les serveurs externes, et ben si ces bots détectent des anomalies à ce niveau-là, votre application est automatiquement rejetée. Voilà. Donc, il faut bien avoir ça en tête. Ensuite, vous avez un autre point qui est important, et ça le devient de plus en plus avec ce qui se passe aujourd'hui, notamment en France avec la RGPD, c'est la partie code signing. Alors, le code signing, c'est quoi? C'est en gros, chaque développeur, chaque application possède un propriétaire quelque part. Et le propriétaire de cette application-là est responsable de ce qui se passe au sein de cette application. Ça veut dire que demain, je développe une application, je récolte des données, je reprends l'exemple de l'application météo, donc je récolte des données utilisateurs comme la géolocalisation pour avoir des informations sur où se trouve l'utilisateur. Je peux récolter le nom, le prénom, le mail, etc. Enfin bref, plein de données concernant l'utilisateur. Je suis responsable de ces données-là en tant que développeur, ce qui n'était pas le cas avant. C'était moins clair avant. On n'était pas aussi responsable aujourd'hui. Maintenant, quand on développe une application, notamment en France, surtout en France, on est responsable en fait de cette application. Donc, comment on peut définir la propriété entre guillemets d'une application? On le définit en fait par le code sign. Donc, chaque application que vous voyez sur l'App Store est signée par un développeur. Alors, un développeur, ça peut être une entreprise ou un freelance. Mais quand vous poussez une application sur le store, sur l'App Store, cette application est automatiquement signée. Vous ne pouvez pas publier d'application si vous ne signez pas votre application. Voilà. Donc demain, s'il y a un problème dans l'application, on sait qu'on va aller voir Dimitri Smith parce que c'est lui qui a développé l'application. Il a pris la responsabilité de publier l'application sur le store. Donc c'est lui qui est responsable en fait du contenu en fait de l'application. Donc ça c'est très important parce qu'aujourd'hui on a des lois en cours ou je sais plus, j'ai plus en tête, mais il me semble qu'en France on a des lois en fait qui sont liées à ça. Donc autant être prévenu parce que ça peut être très problématique pour la suite. Voilà. Donc là, je viens de vous présenter un petit peu globalement ce que c'est que l'App Transport Security. Donc, l'App Transport Security, donc ATS, les différents sujets, les différents concepts que vous devez respecter si vous voulez pousser du code, si vous voulez pousser votre application sur l'App Store. Et ça, c'est à minima. Après, plus vous en mettez, mieux c'est, évidemment. Mais déjà ça, si vous respectez ça, vous êtes déjà bien sécurisé en termes de gestion de données et votre application est très sécure au vu d'Apple, au vu de ce qu'Apple demande. Le prochain point, donc comme je disais dans le sommaire, on va parler un petit peu de Keychain, de la Keychain. Alors, Keychain, c'est quoi? C'est notre boîte noire à nous, c'est notre coffre-fort à nous. Je dis à nous, mais c'est le coffre-fort de chacun d'entre nous parce qu'on a tous cette keychain. En fait, si on a un produit Apple, on a en fait cette keychain sur l'ensemble de nos devices. Donc, ça peut être sur Mac, ça peut être sur iPhone, sur iPad, sur l'Apple Watch, sur l'Apple TV. Tant qu'on a cette partie de sauvegarde de données importantes telles que nos logins, nos mots de passe, les mots de passe des applications qu'on utilise sur ces différents devices, tout est stocké en fait dans la keychain. Et cette keychain-là, on peut, en tant que développeur, on peut en fait l'utiliser pour stocker les données provenant de mon application. C'est ce qu'on va implémenter comme application à la fin de la présentation. Donc, je vais vous présenter un petit peu la keychain. Qu'est-ce que c'est? Avoir une vision globale en fait de ce qu'est la keychain. En gros, la keychain, votre keychain, c'est la combinaison en fait de deux choses, de vos datas que vous voulez sauvegarder, que vous voulez crypter, parce que l'ensemble de vos datas seront cryptées en fait lorsque vous voulez pousser quelque chose dans la keychain.
Donc, c'est une combinaison en fait de votre data et une combinaison d'attributs. Je vais vous présenter tout ça rapidement durant la démo. Mais voilà, faut l'avoir en tête. Vous avez deux blocs. Un bloc concernant vos données et un autre bloc concernant des attributs qui vont justement permettre de respecter les différents protocoles pour pouvoir sauvegarder ça dans la keychain. Donc, ces deux éléments-là vont composer ce qu'on appelle un objet. Donc, c'est cet objet-là qui va être enregistré dans la keychain. Et comme je le disais, toutes les datas que vous allez pousser en fait dans la keychain, dans l'objet, toutes les datas qui vont être utilisées pour créer en fait cet objet vont être encryptées. Alors, ce qui est bien avec Apple, c'est que aujourd'hui, quand vous voulez développer une application pour iOS, c'est que tout est déjà prêt. Vous avez déjà en fait des frameworks qui vont vous permettre de crypter vos données, de faire ce que vous voulez. Vous allez voir que ça va être très très simple et tout est déjà fait en fait par le framework. Il faut juste savoir comment utiliser le framework et c'est ce que je vais montrer dans la démo. Donc tout cet objet-là, en fait va aller s'enregistrer dans la keychain. Okay, et la keychain, en fait, c'est ce qu'on appelle notre coffre-fort, en fait, où là, toutes nos données sensibles sont enregistrées à l'intérieur. Donc, évidemment, pour accéder à ces données-là, il faut qu'on soit authentifié, d'accord ? Et l'authentification passe par le Face ID, Touch ID ou même notre code quand on tape sur l'iPhone, quand le Face ID, après 2 tentatives de Face ID, on nous demande de taper le code. Donc, les codes 1, 2, 3, 4, ce n'est pas un code. Ce n'est pas un code secure. Ou 0, 0, 0, 0, ce n'est pas un code secure. Donc, évidemment, mettez des codes secure pour vous authentifier sur vos devices. Ça renforce évidemment la sécurité en fait de vos données, d'accord? Voilà. Donc là, on va passer par, on va faire un peu de live coding. Donc j'ai repris la main. Alors, je vais vous présenter rapidement le projet. Donc là, je suis sur un projet Xcode, d'accord? Bon, pour les développeurs iOS, je ne sais pas s'il y en a actuellement, mais pour les développeurs iOS, c'est notre quotidien, c'est ce qu'on utilise tous les jours pour développer nos applications. Et aujourd'hui, en fait, je vais vous présenter rapidement l'application, le projet final. Il me reste 30 minutes, il me reste un peu moins de 30 minutes. Voilà. Donc, l'application, donc là, je suis sur mon simulateur. Donc, quand vous téléchargez en fait le SDK, donc le Software Development Kit d'Apple avec Xcode, donc vous avez le simulateur qui va simuler en fait l'ensemble des devices existants, que ce soit l'iPhone, l'iPad et tous les modèles d'iPhone que vous voulez. Et en fait, notre application actuellement, ça va être une application qui va nous permettre en fait, avec 4 boutons, de créer en fait un utilisateur avec son mot de passe. On va l'ajouter en fait dans la keychain, d'afficher cet utilisateur-là et de supprimer en fait l'utilisateur si on veut supprimer et de mettre à jour des données si on veut changer le mot de passe par exemple. D'accord ? Alors encore une fois, ici on va se concentrer sur la partie communication avec la keychain. C'est-à-dire que quand on va créer un mot de passe, on n'a pas les restrictions de dire il nous faut 56 000 caractères, 56 points, 3 virgules et 300 uppercase, 300 lettres capitales. Enfin, voilà, on n'a pas ces règles-là. Ces règles-là sont gérées directement par l'application, donc par le développeur quand vous allez développer. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est cette communication entre la keychain et les données que je récupère depuis mon application. D'accord ? Donc voilà, donc pour ça, avant d'attaquer le vif du sujet, on parlait tout à l'heure de code signing. Donc on a une partie en fait ici qui s'appelle Signing and Capabilities. Donc là, on voit bien que mon application est signée. Donc j'ai mon compte ici et mon application est signée en fait. Donc j'ai bien ce qu'on appelle un bundle identifier. C'est le nom en fait unique que je vais avoir sur l'App Store pour dire OK, cette application-là appartient à telle personne. Donc voilà, donc mon code est signé.
mon application est signée. Donc là, c'est l'une des premières étapes en fait, du développement en fait, sécurisé avec Swift. La deuxième étape, une autre étape, ce n'est pas la deuxième, il n'y a pas vraiment de première ou deuxième étape, c'est vraiment vous le faites comme vous voulez. L'autre étape, c'est d'utiliser ici le fichier info.plist dans lequel on va dire OK, mon application respecte l'ATS, l'Apple Transport, l'App Transport Security. Je veux dire OK, j'utilise HTTPS pour la communication externe. Voilà. Donc, c'est sur ces deux endroits-là qu'on va devoir implémenter ces informations-là si on veut être conforme en fait aux exigences d'Apple. Maintenant, comment j'ai organisé mon projet? En fait, comme vous avez pu le voir, j'ai plusieurs fenêtres, j'ai plusieurs vues. J'ai une première vue avec les 4 boutons sur lesquels je vais appuyer et chaque bouton est lié en fait à une vue. Donc, chaque vue possède ce qu'on appelle un fichier Swift, un view controller. Donc, chaque view controller est représenté ici par un fichier. Donc, créer view controller, afficher view controller, supprimer view controller et maj pour mise à jour view controller. D'accord ? Donc, je vais implémenter en fait chacun de ces fichiers pour transcrire en fait les différentes actions que je vais vouloir faire. Donc, si je regarde dans ce qu'on appelle le storyboard, alors le storyboard, c'est la partie visuelle de notre application. On a en fait ici la représentation de notre application. Donc, on a nos 4 boutons, 1, 2, 3 et 4 vues. Et chaque vue, ici, donc 1, 2, 3, 4, chaque vue est représentée par un fichier qui se trouve ici, un point Swift. Et c'est là-dedans qu'on va implémenter toute notre logique et toute la gestion en fait, des bases de données, toute la gestion de la communication avec notre keychain. D'accord ? Donc, on va commencer par le premier. On va commencer par donc celui-là, donc créer. Donc, on va commencer par créer. Alors, c'est un template que j'ai créé avant la présentation. Donc, il y a pas mal de code ici, mais on va se concentrer sur l'action qui est liée au bouton. C'est-à-dire que quand j'appuie sur le bouton, il se passe quelque chose. Donc, quand j'appuie sur le bouton, je vérifie si ma text field, donc si cette partie-là, ce qu'on appelle la text field, quand je clique sur le bouton, je vérifie que cette partie-là a été renseignée, donc le nom de l'utilisateur. Je vérifie qu'il y a un mot de passe qui a été renseigné. Et quand j'appuie sur le bouton « Ajouter », j'ai le résultat qui s'affiche ici. Donc, si c'est OK ou pas OK, si l'utilisateur a été ajouté ou pas. D'accord ? Encore une fois, on ne gère pas toute la partie logique de ça. Okay ? On gère vraiment la partie communication avec la keychain. Donc, toute la partie visuelle a été importée, donc tous les liens entre mon code et le visuel a été importé dans mon fichier, dans ma view controller, ici. C'est pour ça que vous pouvez voir ici eBay Outlet, donc c'est ma text field, donc tout a été déclaré. Okay ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? Donc, lorsque je clique sur mon bouton ici, donc c'est représenté par ce bout de code-là, en gros. D'accord ? Lorsque je clique sur mon bouton, c'est une action en fait que je fais. Donc, je vais faire une action. Et cette action, c'est quoi ? C'est dans un premier temps, checker si j'ai quelque chose dans mes text fields, là où je saisis du texte. Dans un deuxième temps, comme vous l'avez vu dans la présentation, pour sauvegarder quelque chose dans ma keychain, j'ai besoin de la data et j'ai besoin des attributs. Et ça, en fait, donc je vais ce qu'on appelle CT. Je vais, j'ai oublié le mot en français, je vais CT en fait les différents attributs nécessaires pour le faire. Et ensuite, j'ajoute cet objet-là dans ma keychain. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'image. Donc, vous aviez les data, les différents attributs. Tous les deux, en fait, vont être mergés dans un objet et cet objet va être ajouté dans la keychain. Donc, ça, c'est le workflow qu'on a vu tout à l'heure. Donc, comment on fait ça ? Donc, on va le faire en live. Donc, on crée en fait
une constante qui s'appelle guardlet username, okay, equals what. Alors, retenez juste que là, on check seulement si on a quelque chose dans notre text field ou non. Si l'utilisateur a rentré quelque chose. S'il a rentré quelque chose, on la sauvegarde. S'il n'a pas rentré, on indique juste un message. Vous n'avez pas rentré. Enfin, on informe en fait l'utilisateur qu'il manque quelque chose, qu'il manque une information. Donc, name text field, donc c'est ma text field, point text. Donc, je vérifie qu'il y a un texte à l'intérieur. Name, username, that trimming characters in characters set that white space and new line is empty. Je vais expliquer un petit peu ce que je tape après. Else print. Alors, j'imprime quoi? J'imprime quelque chose j'imprime un message en fait sur ma console si je n'ai pas de caractère à l'intérieur de ma text field. Donc print. Je dois retourner quelque chose. Return print à l'utilisateur. Voilà, vous pouvez mettre le message que vous voulez. Mettre un utilisateur. Voilà. Donc ça, c'est la première partie pour ma première text field. Donc en gros, qu'est-ce que je fais? Je vérifie, je dis si, en gros, c'est ce qui est dit ici, si dans ma text field qui s'appelle name text field text, qui s'appelle name text field, si dans ma text field j'ai pas d'espace ou j'ai pas de juste retour à la ligne, donc si c'est donc s'il y a quelque chose, en gros, s'il y a quelque chose, eh ben, je mets tout ça en fait dans username. Je stocke tout ce qu'il y a dans ma text field dans username. Et si ce n'est pas le cas, ben, j'informe l'utilisateur et je dis à l'utilisateur, ben, écoutez, renseignez en fait un utilisateur. Voilà. Donc, je fais la même chose pour la partie password. Donc, guardlet pwd. Alors, je peux faire un copier-coller parce que c'est la même chose. On va juste changer pour être plus rapide, sinon on va perdre du temps. Voilà. Et là, je vais mettre pwd. Et ici, au lieu de checker ma name text field, je check en fait mon pwd text field. C'est le champ texte en fait qui se trouve dans lequel on doit saisir. Donc pwd text field. Et on check évidemment pwd pour voir s'il est empty ou pas. Donc voilà, c'est exactement la même chose. Okay. Et là, on peut mettre un autre message comme pas de mot de passe, pas de MDP. OK. Donc ça, c'est la première étape. Donc la première étape, c'est de checker en fait s'il y a quelque chose dans ma text field, dans mes text fields. Maintenant, on doit, comme vous l'avez vu dans l'image, on doit en fait setter nos attributs, nos différents attributs, d'accord, pour dire OK, j'ai des données. C'est ici qu'on va récupérer les données, donc dans username et dans passwd. J'ai mes données. Maintenant, je veux que ces données en fait aillent se stocker dans ma keychain. Et pour être stocké dans ma keychain, j'ai besoin de différents attributs. Et ces différents attributs, je vais les définir en fait maintenant. Donc, on va créer en fait ce qu'on appelle un dictionnaire avec des keys et des valeurs, des valeurs et des keys. Donc, let's attributes. Donc, on va définir le type. Donc, comme je disais, c'était un dictionnaire en fait de clés de type string et on peut mettre n'importe quoi. Donc, on peut mettre un caractère spécifique, on peut mettre des nombres, on peut mettre des strings, on peut mettre n'importe quoi comme valeur. Parce qu'ici, en fait, on a le nom de la clé
le nom de la clé qu'on va utiliser, et ici la valeur de notre clé. Et cette valeur-là, ça peut être un nombre, ça peut être un texte, ça peut être un tableau, ça peut être un autre dictionnaire, ça peut être ce que vous voulez. Donc, on définit en fait nos attributs. Et là, en fait, dans les attributs, vous avez des mots-clés, des concepts clés qui sont liés en fait à la keychain. Donc, notamment ce qu'on appelle la K-class, K-security class, qui va dire en gros à notre keychain, dire bon, ok, on a un utilisateur qui va être créé, je sauvegarde en fait le nom de l'utilisateur pour l'utiliser plus tard. Donc en gros, ça va être la référence en fait de notre objet. Vous vous rappelez de l'objet, ça va être la référence de notre objet, le nom de la référence de notre objet dans notre keychain. Donc on va le sauvegarder en tant que string et on va le définir donc, du coup comme un ksec class generic password. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément important de nos attributs. Le deuxième élément, évidemment, c'est de créer ce compte-là. Là, on dit qu'on va stocker quelque chose, dans notre keychain. Et là, justement, on va créer ce compte-là avec un mot spécial, donc ksec attribute account. On va le sauvegarder on va l'appeler en tant que string. Et donc là, on va utiliser donc le username qu'on aura saisi en tant que compte, en fait, ce qu'on appelle le compte. Okay. Et à la fin, on doit récupérer quoi? On doit récupérer la donnée qu'on veut stocker. D'accord? Et la donnée qu'on veut stocker, elle se trouve où? Elle se trouve ici, dans PWD. Donc là, on lui indique, on dit OK, ksecure value data, on le met en string, as a string. Donc, comme précédemment, pwd data using, alors je vais expliquer le code après, using UTF-8. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on lui dit? Et on le dit OK as any, parce que ici, le type qu'on attend, c'est any en fait. Voilà. Donc, pas uniquement un data. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on dit? On dit OK, je crée une entrée dans ma keychain avec ce nom le nom en fait de mon objet. On utilise username. Vous pouvez utiliser n'importe quoi, mais là c'est juste pour l'exemple. Et je stocke quoi? Je stocke la data qui se trouve en fait ici dans ma text field. Okay, et cette data là, je respecte en fait le UTF-8, le protocole UTF-8 pour que ça passe partout. Si on veut utiliser cette donnée sur un autre système, c'est un système uniformisé, donc vous allez pouvoir l'utiliser sur autre chose pour faire autre chose. Okay, donc ça, en fait, c'est notre partie attribut. Maintenant, on va passer à la troisième partie qui est concrètement d'ajouter en fait ces données-là dans notre keychain. Donc là, on a bien notre première étape, on a checké, voir si on a quelque chose. On a quelque chose, on set en fait nos différents attributs. Et maintenant, on prend tout ça et on le met en fait dans notre keychain. Donc pareil, comment on fait ça? Très simple, on utilise un mot-clé. En fait, on fait un test sur un mot-clé qui s'appelle setItemAdd. Donc, on l'ajoute avec quoi? Avec nos attributs. Les attributs qu'on a créés précédemment. Donc là, il manque un T. Hop. Donc avec ça. Attributes. Et notre attribut, on le met en tant que CF Dictionary, parce que c'est un dictionnaire en fait c'est un dictionnaire de données avec des références keychain, key value. On peut le voir ici, d'accord? Donc on indique bien que c'est un dictionnaire. Et le résultat, en fait, là on s'en fout un petit peu du résultat. Donc on met nil parce que le résultat nous importe peu en fait actuellement pour écrire en fait ces données
dans notre keychain. Donc, si tout ça, on n'a pas d'erreur, no error, eh ben, ça veut dire que l'enregistrement a bien été fait. Donc là, on l'indique en fait à l'utilisateur. On dit voilà, résulte label datex. Donc c'est notre texte en fait qui va s'afficher automatiquement en dessous. Datex equals l'utilisateur a bien été ajouté. Utilisateur ajouté, ça va être plus simple. OK. Donc là, on est bon. Et oups, il manque. Voilà. Donc là, on est bon. Et après, en fait, on affiche simplement le label. Okay, donc là, si je compile, si je fais build and run, alors je ne suis pas sûr que je vais avoir le temps de faire les 3 autres cas. Donc là, si je clique sur créer, je rentre un prénom, mon prénom par exemple, Dimitri, D-I-M-I-T-R-I, et je rentre un mot de passe, DDD par exemple, et je fais ajouter l'utilisateur ajouté. D'accord, donc c'est ce qu'on avait écrit là. Donc là, je sais que mon utilisateur, le nom et mon utilisateur a été ajouté en fait dans ma keychain. Je vais juste implémenter la partie affichée pour que vous puissiez voir en fait, le résultat. Parce que je pense qu'on n'aura pas le temps de tout mettre en place. Mais de toute façon, je vais pousser en fait tout le code sur le GitHub, donc vous allez pouvoir le récupérer. OK, donc j'avais déjà tout préparé. Donc là, hop. Donc en gros, ce qui se passe, ce sont les mêmes steps, on va dire. Donc là, on check si le nom d'utilisateur qu'on a rentré, si on a rentré quelque chose dans la text field. Ici, on fait ce qu'on appelle la query. Alors, c'est important de vous montrer ça parce que quand on sauvegarde en fait une donnée dans la keychain, ou quand on essaie de changer quelque chose au niveau de la keychain, on envoie une requête. Et dans cette requête, on a du contenu en fait dans cette requête-là, et c'est ce qu'on appelle les queries. Donc là, en fait, on définit les différentes queries qu'on a dans la requête, d'accord, ici. Ensuite, sur cette ligne-là, on crée en fait notre objet. On dit OK, donc sauvegarde la référence de mon objet pour que je puisse l'afficher lorsque j'en ai besoin. Parce que tous les objets qu'on crée actuellement est référencé en mémoire. Et quand on référence quelque chose en mémoire, on ne ressort pas l'objet en entier, on sauvegarde uniquement le lien qu'il y a en mémoire, donc cette référence en mémoire. C'est ce qu'on fait là actuellement. Et ici, on va checker en fait qu'on peut afficher un utilisateur qu'on a sauvegardé dans la keychain. Donc là, en fait, on utilise le sec item copy match. Donc on regarde, en fait, on va parcourir l'ensemble de la keychain et voir s'il y a un utilisateur qui match ou pas avec ce qu'on a demandé. Si ça match, poum, vous me ressortez en fait l'ensemble des données qui se trouvent ici et vous l'affichez. Si ça ne marche pas, et ben ici, en fait, vous avez une information, quelque chose ne va pas. D'accord? Donc, on va tester ça. Donc, on va rebuilder. Donc là, comme vous vous rappelez précédemment, j'ai créé un utilisateur qui s'appelle Dimitri. Et ici, si je cherche l'utilisateur, donc Dimitri, D-I-M-I-T-R-I, et je fais rechercher, donc il me retourne en fait mon nom et mon mot de passe. Et tout ça de manière cryptée, encore une fois. Donc cette communication qu'il y a entre mon application et la keychain, elle est cryptée. Donc si quelqu'un peut se mettre entre les deux, il ne verra rien passer parce que tout est crypté. En fait. Et ici, donc, je le décrypte pour justement l'afficher, pour dire, voilà, c'est le mot de passe. Mais après, là, encore une fois, c'est à la responsabilité du développeur d'afficher cette information ou pas. Voilà. Donc, c'est exactement la même chose pour supprimer un élément dans la keychain et aussi mettre à jour, en fait, les données dans la keychain.
D'accord. Euh, Voilà. Donc là, alors je vais prendre un peu de temps pour les questions-réponses. Donc c'est pour ça que je n'implémente pas les deux autres. Mais quand je vais pousser le code sur le GitHub, vous allez avoir accès à l'ensemble du contenu. Donc vous allez pouvoir voir un peu ce qui se passe. C'est la même organisation. Parce que si vous regardez la partie supprimée, donc vous avez le bouton qui est ici. Et le bouton, c'est la même chose. Donc on check la text field, on set nos queries et on essaie de trouver un utilisateur avec le même procédé que l'afficher. Mais au lieu de l'afficher, cette fois-ci, on la supprime. Voilà. Et pour la mise à jour, c'est la même chose. Donc, 4 étapes cette fois-ci. Donc, la première, c'est je check la text field. La deuxième, je set up la query. Et la troisième étape, donc j'attribue en fait le nouveau password. Je vois si j'ai un nouveau password. Et à la fin, je cherche l'utilisateur dans la keychain et je modifie les données qui sont liées à cet utilisateur-là. Voilà. Donc voilà un petit peu en gros ce que fait l'application. Donc comment on implémente ça. C'est pas compliqué, vraiment, c'est pas compliqué comme vous avez pu le voir. Il suffit juste de connaître le process et la query en fait à implémenter, les différentes queries à implémenter. Et de ce fait, vous faites ce que vous voulez, vous ajoutez, vous supprimez, vous modifiez, vous faites ce que vous voulez. Après, on peut rajouter un niveau de sécurité lorsque par exemple on veut supprimer une donnée ou modifier une donnée. On peut rajouter en fait une étape d'authentification via, alors là, je ne l'ai pas fait dans l'appli, mais vous pouvez en fait rajouter une étape d'authentification dans l'application qui va vous permettre en fait de dire, bon, ben voilà, si vous voulez supprimer une donnée, ben, il faut vous authentifier avec Face ID, avec une relation mot de passe, mail mot de passe ou Touch ID, etc. Enfin, tous les moyens d'authentification possibles. Donc ça, c'est effectivement possible. Voilà. Donc, je vais revenir sur ma slide ici. Hop. Donc voilà, donc en conclusion, rapidement, toute la partie sécurité, comme vous avez pu le comprendre pendant cette présentation-là, c'est une combinaison en fait de plusieurs choses. Une première combinaison qui est l'authentification, parce que vous vous authentifiez sur votre iPhone, c'est un premier niveau de sécurité. La deuxième partie, c'est de sécuriser les données. Donc, on sécurise les données dans la keychain ou dans autre chose. Il existe d'autres moyens, d'autres méthodes. Et un troisième point de sécurité, c'est le code signing. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, donc signer le code et votre application. Et la dernière partie, c'est la cryptographie qui va vous permettre de chiffrer en fait les différentes communications que vous allez avoir entre votre application et les serveurs ou les services annexes qui se trouvent en dehors de votre application ou à l'intérieur même de votre application si vous voulez sauvegarder des données dans la keychain. Voilà, j'en ai fini. J'espère que je n'ai pas été trop long. J'espère que j'en ai encore du temps pour les questions-réponses. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je suis là. Pas du tout long et super intéressant et vraiment très animé. Moi, j'ai bien aimé. Je ne suis pas du tout développeur et pourtant, j'ai bien aimé un peu comment tu as amené ta présentation. Ça se voit qu'effectivement, tu es instructeur Swift certifié, clairement. Non, non, vraiment bien. Merci. Et pourtant, je suis nul en dev, hein, vraiment. Non, non, vraiment intéressant. Moi, j'ai une première question perso. C'est tout à l'heure, tu parlais je sais pas, c'est ma question, de l'ATS. Tu parlais effectivement que la partie transport, il fallait sécuriser avec du HTTPS. Mais est-ce qu'il y a possibilité de leurrer l'ATS justement parce que oui. L'utilisation entre guillemets, de certificats, pas auto-signés, mais des certificats qui ne sont pas forcément légitimes. Est-ce qu'on peut leurrer l'ATS et donc derrière arriver, entre guillemets, à déposer des applications vulnérables sur l'App Store Alors, c'est très compliqué aujourd'hui parce que pour la phase, alors rien n'est impossible, hein, évidemment, tu es en sécurité, tu sais ce que c'est, ouais. Le risque zéro n'existe pas. Mais ici, en fait, dans le process, lorsque tu publies en fait ton application sur l'App Store, donc tu as 3 jours ou 4 jours de test
par les bots en fait, d'Apple. Et Apple, en fait, va tester tous ces cas de figure-là. C'est-à-dire qu'il va aller récupérer l'information qui se trouve dans la TS. Donc, les liens en fait, que tu vas déclarer comme OK, je connais ce lien-là et je suis responsable en fait, de ce lien-là. Il va aller checker en fait, tout ça. Alors, comment? Je ne sais pas, mais je sais qu'il le fait pour l'avoir testé. Donc, il va en fait checker ces liens-là. Il va voir si c'est de vrais liens. Après, certaines applications peuvent passer au travers, mais franchement, à ce niveau-là, en tout cas, c'est très rare. D'accord. Voilà. Ok, ok. Attendez. Est-ce que vous proposez, alors, tiens, Tania qui demande, est-ce que vous proposez des formations pour la création d'applications? Oui, Tania évidemment, qui est à La évidemment. Réunion d'ailleurs. Eh ben, parfait. Donc, je pense qu'on peut rentrer en contact sans problème. Oui, effectivement, je propose des applications, je propose des formations. Et c'est justement le but en fait de WeLoveSwift.com qui va en fait permettre de proposer des formations là-dessus. Donc, je suis en cours de certification par le CPF pour que ce soit pris en compte par le CPF et aussi chez Apple pour que ce soit validé par Apple. Donc oui, la réponse est oui. Ok, merci. N'hésitez pas, j'ai vu qu'il y avait du beau monde là dans l'assemblée. Si vous voulez réagir, tu peux activer le micro, par exemple. Tiens, Mekal, Seb, je ne sais pas si Sébastien, tu ne connais pas, parce que Seb est réveillé déjà. Tu ne connais pas Dimitri, donc Sébastien qui est à La Réunion, avec qui je collabore et qui officie. Sébastien, est-ce que tu es là ou pas? Hamza est parti ou pas? Hamza, je ne vois plus. En tout cas, n'hésitez pas à profiter. Il nous reste encore quelques minutes à poser des questions Oui. à, à Dimitri. Moi, en tout cas, je trouve que la démarche est vraiment très, très bonne. Je ne sais pas si on a, peut-être que si, après, comme je suis nul en développement, mais moi, je ne sais pas si dans les autres langages, on a la même démarche, justement, en matière de security by default et privacy by design, de mettre en place d'entrée. Moi, je trouve. Alors, Bah qu'est-ce que. alors, Ouais, ce qui se passe en fait sur la partie Android, par exemple, ça devient de plus en plus comme Apple du coup. Parce qu'au d'accord. départ, c'était l'éternel débat au départ de dire oui, Apple contrôle tout, Apple ceci, Apple cela. Mais au final, on a des applications sécurisées quoi, quand c'est contrôlé par Apple. Alors qu'en face, il n'existait pas l'Android Store, enfin, il n'y avait pas les mêmes restrictions, les mêmes niveau de sécurité, en fait, ce n'était pas Ouais. obligatoire. Donc, du coup, tout le monde pouvait poster n'importe quoi. Ce qui devient de plus en plus faux aujourd'hui Ah ouais? parce que, voilà, sauvegarder, enfin, pousser une application aujourd'hui sur l'Android Store, sur le Play Store, pardon. Ouais. Alors, je ne sais pas s'ils ont le même niveau de sécurité, parce que très, très, très franchement, pour être J'ai pas transparent, l'impression, mais après, peut-être que je me trompe, mais moi, je suis sur Android, mais mais j'ai voilà. l'impression qu'il y a énormément d'applications compromises sur Android qu'on ne trouve pas chez Apple. Ou est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup plus d'utilisation sur Android que sur Apple? Je ne sais pas trop, mais j'ai l'impression qu'il y en a plus, moi. Alors, Bah, j'ai vu là récemment le les alertes. système, ouais, Pardon. Non, je disais, ouais, il y a pas très longtemps, il y a eu des alertes sur des applications vulnérables et il y en a eu une bonne dizaine. Et on n'a pas ça de façon massive, par exemple, chez Apple. bah, non, parce que chez Apple, en fait, on vérifie tout et vraiment, c'est pour ça que ça peut être galère vraiment, et même pour les gens expérimentés comme moi ou comme les autres développeurs, ça peut être galère des fois de publier une application sur le store parce que des fois, on peut oublier un truc. Parce que là, j'ai présenté uniquement la partie sécurité, mais autour de ça, il y a plein, plein, plein de choses qu'il faut respecter Mhm. avant de publier.
Et si on oublie juste une partie, tout de suite, on se retrouve avec des erreurs de partout au niveau de la publication. Les bots ne retournent. Alors, c'est très bien fait parce on sait où ça déconne, mais il faut les respecter. Donc, je pense que là, on n'a pas ce type de problème, au moins. On a moins ce type de problème-là sur l'App Store parce que justement, il y a un niveau de vérification qui est assez élevé déjà à l'entrée, quoi. D'accord. Voilà. Il y a Sharif qui demande, est-ce que pour l'enregistrement de l'application, on peut avoir plusieurs signatures? Alors, oui et non. Si tu as un compte développeur entreprise où tu travailles avec plusieurs développeurs, l'application va être signée par l'entreprise et pas par les développeurs en eux-mêmes. Mais on voit en fait dans le tracé qu'il y a eu plusieurs développeurs qui ont travaillé en fait sur cette application-là. Mais si tu es en fait auto-entrepreneur ou freelance ou quoi, où tu travailles tout seul, entre guillemets, non, tu ne peux pas avoir plusieurs signatures pour une seule et même application. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis oui et non, mais en gros, la réponse est non, quoi. Parce que finalement, c'est une seule signature que tu as, soit l'entreprise avec plusieurs développeurs, ou soit uniquement le développeur directement au niveau de l'application. D'accord. Voilà. Ok, je regarde. De rien. S'il y a d'autres, n'hésitez pas à nouveau, hein, si vous voulez intervenir, vous pouvez lever la main et j'active le micro. Ou sinon, vous posez votre question sur le chat. Il nous reste encore 5 minutes. On peut encore regarder. Ah, bah voilà, bah, t'es là, Hamza. Hamza, bah, attends. Je n'avais pas vu, je te cherchais. Merci pour le sujet. Il y en a plein. Moi, j'ai fait un petit aller-retour. Je fais des petits allers-retours. Ah, d'accord. Un sujet qui m'intéressait, ouais, j'ai des petits soucis techniques, mais du coup, vraiment, super cool comme sujet. Et ouais, c'est surtout le workflow de la signature, des signatures, ça permettra de vraiment régler beaucoup de problèmes. Après, bon, vivement qu'on intègre ça un petit peu dans les réseaux blockchain, je pense que ça va arriver avec le temps. Je pense que c'est aussi la nouvelle tendance aujourd'hui. Et voilà, en tout cas, voilà, c'était juste pour te dire vraiment, c'était un super bon sujet. Et vraiment, enfin voilà, bravo. C'était que pour ça. Pas de question particulière. Merci beaucoup. Il y avait Chérif qui avait posé la petite question que je voulais te poser. Après, je ne sais pas s'il y a des API qui permettent directement d'intégrer tout ça dans des réseaux blockchain. Ça serait éventuellement ma question. Ça m'intéresserait éventuellement personnellement, enfin, à titre personnel surtout. Mais puis voilà, en tout cas, voilà, c'est ce que je voulais te dire. Bon, théoriquement, alors je ne sais pas, clairement, je ne sais pas si on peut mettre ça dans une blockchain ou quoi, mais j'ai envie de te dire oui, parce que ça reste un fichier au final. Ça reste un fichier et ce fichier-là, tu peux y accéder à l'extérieur de l'application. Dans ton application ici, par exemple, tu as ici tu as un fichier dans la hiérarchie en fait de ton projet. Tu as un fichier en fait qui s'appelle code signing ou un truc du genre. Et là-dedans, en fait, tu as toutes les informations de la signature. Donc, je pense que oui. Parce que tu peux accéder à ce fichier-là via l'extérieur, mais je ne sais pas, parce que je l'ai pas, je ne me suis jamais posé la question. Tu vois. Je pense que ça peut être pas mal du tout à pouvoir mettre en place. Après, je savais qu'il y avait des outils qui permettaient éventuellement de faire ça. Il y avait un outil qui s'appelait Sign quelque chose, Signatory, un truc du genre, qui permettait éventuellement de pouvoir faire de la signature électronique et de pouvoir appliquer tout ça exploiter la blockchain pour avoir une intégrité, une traçabilité, disons de haut niveau, entre parenthèses. Mais je pense que ça peut être pas mal, surtout pour les applications, avec tout ce qu'on retrouve dans les stores, avec tout ce qu'on retrouve un petit peu partout, comme problème aussi de sécurité et de fiabilité, entre parenthèses. J'ai envie d'intégrer l'intégrité, ainsi de suite. Donc, mais globalement, voilà, c'était que pour ça, entre parenthèses. Mais c'est vraiment cool. Oui. Ben, je pense que c'est faisable. Hein. Je vais me renseigner. Du coup, je prends la question. Je vais me renseigner du coup. Et puis ouais, je vais voir. Je ne sais pas si ça existe, mais je pense que Apple, pour moi, si ça existe, ce sera que pour de la blockchain Apple alors.
Ah ouais, donc Impossible, hein, après. Une blockchain où tu dois On connaît payer les pour y loups, hein, accéder. Une Ah, blockchain tout de suite, payante. Ouais. tout de suite, tout de suite, tout de suite, les Tout de grands suite, les mots. gros Tout de suite, les mots. grands mots. Non, on va voir. Non, mais en vrai, je pense que c'est pas loin. Je pense qu'ils vont le faire, hein. Ouais, pourquoi pas, mais je pense que Et, oui. et pour information, tout ce que j'utilise là pour développer des applications, tout est gratuit, hein. Xcode, machin, tout Oui, ça, oui, tout oui, est j'ai pas dit gratuit, ça, hein. j'ai pas dit ça. Il faut pas payer les développeurs Ça, pour faire payer les clients. c'est rare, ça. Non, Non, mais non. Ok. voilà, après, je comprends la philosophie, peut-être, franchement, peut-être, certainement. D'ailleurs, Tim Cook avait fait une intervention il n'y a pas longtemps, là, il y a quelques semaines, sur la partie blockchain, les crypto-monnaies, tout ça. Donc, je pense que oui, je pense que c'est dans le pipe, hein, de l'intégrer dans le workflow. Maintenant, aujourd'hui, je ne serais pas très bon. Ah ouais. Non, mais en tout cas, voilà, je pense que ça va arriver rapidement, surtout que là, ça se démocratise beaucoup. Et sur cette partie Mm. développement, signature, je pense que ça peut apporter beaucoup. Parce que personnellement, moi, je trouve que la sécurité, en même temps, c'est un mythe. On est en train de sécuriser quelque chose qui est impossible à sécuriser. Donc, on a C'est les clair. outils pour, on a les outils pour, mais parfois, il suffit, en fait, juste de les exploiter. Et je pense qu'il suffit que les grandes entreprises prennent la chose au sérieux, qu'ils puissent s'activer à appliquer ces mesures de sécurité pour que ça puisse tout simplement être. En fait, on est dans un monde de moutons, si on veut, si on préfère, si je peux me Mm, permettre. Et tant que les grandes boîtes, les grandes entreprises ne font pas quelque chose, bah, les autres développeurs, les autres entreprises et ainsi de suite ne vont pas forcément suivre. C'est un petit peu comme ce qu'on retrouve dans les approches des SecOps. Bah, ça existait depuis longtemps. C'est même pour moi, c'est un buzzword si on veut. Mais voilà, il suffisait que des grosses boîtes, que s'y mettre, ouais. voilà, des développeurs comme, je ne me rappelle pas du nom, mais les développeurs de Bootstrap, des développeurs donc des frameworks Java commencent vraiment à pouvoir vraiment en parler dans les conférences comme du DevOps, comme d'autres conférences sur le DevOps, que tout le monde puisse s'y intéresser. Alors qu'au niveau de la communauté, on a vraiment tout ce qu'il nous faut, tout est accessible Mm, et c'est gratuit en plus, open mm. source, bon, parfois payant, mais accessible quand même. Et je pense que voilà, il suffit juste de prendre les choses au sérieux et ça peut Eh ben, tu constituer. vois, c'est un sujet super, globalement, c'est un concept super intéressant parce que c'est exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec le Swift. Parce que quand les gens, quand on parle du Swift dans les conférences ou quoi, les gens pensent que c'est uniquement pour développer des applications pour iOS. Oui, allez, 70%, 80% même, c'est uniquement pour ça. Mais aujourd'hui, on a aussi des frameworks qui nous permettent en fait de développer des microservices sur les serveurs et c'est beaucoup plus performant que le Python. Et je l'expérimente là depuis 2-3 mois actuellement et c'est incroyable le taux de réponse que tu as, le taux de stabilité que tu as avec du Swift. On peut faire des sites web avec le Swift parce qu'on a des frameworks pour ça, notamment Vapor, et on n'en parle pas, on n'en parle pas assez. Moi, c'est génial parce que ça me permet d'avoir un seul et même langage pour tout faire finalement. Je ne veux plus être dépendant en fait d'un autre développeur pour développer mes API par exemple ou mes web services ou mes microservices. Donc du coup, je peux le faire directement moi-même entre guillemets avec du Swift, tu vois. Mais encore une fois, les gens ne font pas parce qu'il n'y a pas encore de grosse communication de la part d'Apple ou de la part de la communauté. Pourtant, on est 23 000, je crois, un truc du genre. C'est pas grand-chose, tu vois. Mais bon, et ça marche très bien. Ça marche très bien aujourd'hui. Tous les tests, tous les benchmarks qui ont été faits, tous les tests qui ont été faits pour Swift versus Python versus Ruby versus PHP versus Node.js, Swift gagne, quoi. Le truc, c'est que voilà, c'est pas porté encore par une communauté une big communauté. Et voilà, je pense qu'Apple, dans les prochaines années, va dire bon, bah, OK, voilà, nous, nos services, on les développe en Swift aussi, voilà, et puis on va mettre en avant. Et effectivement, quand il y aura une grosse boîte comme ça qui va dire OK, bah, nous, c'est ce qu'on utilise, bah, les gens vont migrer dessus, quoi. Voilà. C'est vrai. Et moi, je Mais l'enseigne d'ailleurs, aujourd'hui. Hein. ah, c'est cool ça. Après, je pense Moi, que. Pardon, excuse-moi. ouais, moi je l'enseigne aussi sur la partie, dans les 5 mois, là, tu vois, dans les 5 mois d'apprentissage sur la partie Will of Swift. J'ai une partie, en fait, il y a une partie dans la pédagogie pour développer, en fait, les microservices et les web services uniquement avec Swift.
Parce que je pense que c'est important de voir tous les… Et c'est vrai dans n'importe quel langage. Aujourd'hui, c'est dans mon langage à moi, donc je prêche un peu la bonne parole, mais je pense que c'est vrai aussi pour les autres langages. Faut vraiment aller au-delà de ce que les gens pensent, de ce que la pensée collective possède comme vision sur le langage, quoi. Donc aujourd'hui, D'ailleurs, quand je on me pense, dit ouais, c'est juste pour développer des applications iOS, je dis non. ouais, je pense que Robin Hood, il est basé sur du Switch, si je dis pas de bêtises. Et il est développé en Swift. Euh, ouh, je sais qu'il y a une partie, Ouais. mais Ouais, je je pense. sais pas le Parce que- pourcentage. Il y a Slack De- aussi, il y a une partie dessus. Ouais, ouais, Ouais. Slack, oui. Bah voilà, Slack, oui, Slack, par exemple, c'est un projet qui a été complètement développé. Toute la partie back-office, toute la partie back-end de Slack a été développée en Swift. Ah, c'est cool. Donc, j'en avais entendu parler rapidement, mais effectivement, même pour moi avant, c'est Swift est égal à application mobile pour iOS et application iOS de manière globale. Ouais. Dans le temps du reskin, c'était que ça en fait. Ouais, bah oui, bah ça a beaucoup changé depuis. Et je peux vous dire que le framework qui est utilisé, le framework le plus connu là, c'est Vapor. Donc on va pouvoir, j'utilise là depuis quelques mois et franchement, il est top, terrible. Je suivais ça depuis quelques années, depuis 2015, mais je n'avais pas eu l'occasion vraiment de l'utiliser, de mettre en œuvre. Et franchement, c'est terrible, c'est terrible. Je suis en train de même réfléchir à migrer pour des clients à migrer des microservices tournant sur du Node.js ou du Nest.js directement sur du Swift, pour dire quoi. À quel point c'est efficace pour toi. Ouais. Non, mais c'est Enfin, super efficace. juste une question comme ça pour rajouter, puisqu'on est en train de discuter, et je vois voilà, que en termes de meilleures pratiques, en fait, enfin pas meilleures pratiques, en termes de vulnérabilité. Est-ce que, enfin, j'ai jamais vraiment creusé sur du Swift, mais est-ce qu'il y a tu as des retours là-dessus, tu as donc relativement aux vulnérabilités les plus présentes dessus, est-ce que c'est traditionnellement ce qu'on retrouve dans les deux autres langages ou il y a des spécificités en fait? Alors, le truc, c'est que en termes de vulnérabilité, en termes de sécurité en fait de développement, on est au même niveau que le Python. Okay. Pareil, parce que de toute façon, le Swift a été créé avec une partie du Python, du C, de l'Objective-C. Ouais. Et l'Objective-C et le Python ont été reconnus comme des langages, comme on dit, safe. Oh oui, il fait nuit chez moi, là, il commence à faire nuit, donc je suis basculé en mode dark. Exactement. Et donc, c'est réputé comme être des langages de programmation safe. Donc, tu as des vulnérabilités, mais je pense, mais aujourd'hui, je pense qu'elles sont minimes, quoi. Je pense que les erreurs viennent plus des vulnérabilités laissées par le développeur et non par le langage en lui-même, quoi. Voilà. C'est parfait. Merci beaucoup en tout cas. Merci voilà, Dimitri, merci Hamza là, pour l'intervention. Marianne Chabin, Madame Marianne Chabin est avec nous pour la suite. Okay, un grand merci Dimitri pour cette belle présentation. Je crois que tu me l'as déjà envoyé. Si ce n'est pas le cas, tu l'enverras. Mais je crois que oui, je crois que tu me l'as déjà envoyé. Donc elle sera accessible. Oui, je te l'ai envoyé avec, voilà. Avec les petites questions aussi. Ouais. Voilà, les questions aussi, ça c'est bon pour le quiz de tout à l'heure. Et elle sera disponible sur le partage, donc sur le Drive, tout à l'heure, sans problème, pour tous les participants au Show Tech Days. Merci et parfait. Très bonne nuit. Ouais, ça commence. Il est 17h15 à chez 17h, moi. bon, ça va. Ah bah nous, il est oui, 18h. Ça va, ça va. Ouais, ça va, ça va. Ouais. Donc voilà, merci beaucoup, merci à tous. J'espère que ça a donné peut-être envie aux gens de basculer sur du Swift. En tout cas, n'hésitez pas pour de la formation, pour n'importe quoi, pour des questions, passez par qui vous voulez. Voilà, il n'y a aucun problème. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Donc à très bientôt. Merci beaucoup. Parfait. On va enchaîner donc la 6e, si je ne me trompe pas. C'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est ça, c'est la 6e. 6e conférence de cette 2e journée du Show Tech Days, donc consacrée à l'archivage. On a intitulé, donc Madame Chabin a intitulé comme titre l'archivage, un auxiliaire fiable de la cybersécurité. Vraiment, je vous demande d'accueillir. Alors, on ne peut pas applaudir parce qu'effectivement, vous avez les micros activés,
Vraiment, moi, c'est un grand honneur de recevoir Madame Chabin. C'est vraiment, pour moi en tout cas, parce que j'ai découvert sur LinkedIn et j'ai essayé je sais de suivre ses publications, mais c'est une des plus grandes experts en archivage et en record management. Et c'est vraiment un honneur de la voir et de venir, qu'elle vienne partager avec vous et avec nous ce thème-là sur l'archivage en relation avec la cybersécurité. Voilà, donc je vous laisse la main. Normalement, vous êtes co-hôte, vous pouvez voilà, parfait. Activez le micro. Si vous voulez activer la caméra, c'est possible aussi. Ah Et oui, voilà. Parfait, on vous voit très bien. Et Voilà. donc, et vous avez la possibilité de partager. Vous avez le bouton vert en bas qui permet de partager. Alors, juste un mot avant de partager mon écran pour vous remercier, Chafi. C'est un grand plaisir pour moi de participer aussi. Et comme vous allez voir, je prêche la pluridisciplinarité. Donc, c'est vraiment très, très bien qu'on puisse comme ça échanger différentes expériences. Alors, je vais tout de suite partager mon